Mon appartement avait toujours été un lieu de refuge, un espace où je pouvais me retirer du tumulte du monde extérieur et me recentrer. Chaque objet, chaque meuble, portait la marque de mes souvenirs, de mes goûts, de mon histoire. J'aimais l'atmosphère chaleureuse et personnelle qui s'en dégageait, le sentiment de sécurité et de familiarité qu'il m'offrait. Ma vie, bien que simple, me convenait parfaitement. J'avais un travail stable comme bibliothécaire, des amis fidèles et une routine paisible qui rythmait mes journées. Ma sœur, Chloé, était une figure importante de cette existence tranquille, bien que nos relations aient toujours été un peu tumultueuses. Nous avions grandi ensemble dans cet appartement, après le décès de nos parents. Chloé, étant l'aînée de 5 ans, avait toujours eu un rôle protecteur envers moi, mais cette protection s'était souvent transformée en une forme de contrôle, voire de possessivité. Au fil des ans, nos chemins s'étaient séparés. Chloé avait une vie plus agitée, faite de voyages, de sorties et de relations instables. Elle avait quitté l'appartement familial peu après avoir obtenu son diplôme et avait vécu dans plusieurs endroits différents avant de finalement revenir s'installer ici, il y a quelques années. Son retour avait été une surprise pour moi. Nous n'avions pas été très proches pendant un certain temps et je m'étais habitué à vivre seul. Mais elle avait insisté, disant qu'elle avait besoin de stabilité et qu'elle voulait renouer avec moi. J'avais accepté, un peu à contre-cœur, car je savais que sa présence risquait de perturber mon équilibre. Et effectivement, les tensions n'avaient pas tardé à apparaître. Chloé avait du mal à respecter mes habitudes, mon besoin de calme et de solitude. Elle organisait souvent des soirées bruyantes, invitait des amis sans prévenir et laissait traîner ses affaires partout. Nous avions des disputes fréquentes, souvent pour des futilités, mais ces disputes laissaient toujours un goût amer. Malgré tout, je l'aimais, c'était ma sœur, et je savais qu'au fond, elle m'aimait aussi. Mais un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner tranquillement, Chloé entra dans la cuisine avec un air grave. « Il faut que je te parle », dit-elle d'une voix froide et distante. Je sentis un mauvais pressentiment. Son ton n'annonçait rien de bon. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. « J'ai décidé de vendre l'appartement », annonça-t-elle sans détour. Le choc fut brutal. Je restai figé, incapable de prononcer un mot. Vendre l'appartement ? Notre appartement familial ? Celui où nous avions grandi ? Celui qui était rempli de nos souvenirs ? Mais pourquoi ? Balbutiai-je finalement. J'en ai besoin, répondit-elle sèchement. J'ai des projets, j'ai besoin d'argent. Et moi ? Protestai-je. Où est-ce que je vais aller ? Tu te débrouilleras, répliqua-t-elle avec un haussement d'épaules. Tu es grande maintenant. Ces paroles furent comme un coup de poignard. Je me sentais trahi, abandonné. Cet appartement était tout ce qu'il me restait de notre passé, de notre famille. Et ma propre sœur était en train de me le prendre. Tu ne peux pas faire ça, dis-je, les larmes montant à mes yeux. C'est aussi ma maison. Non, répondit-elle froidement. C'est mon héritage. Et j'en fais ce que je veux. Sur ces mots, elle me tendit une lettre. Tu as un mois pour partir, dit-elle avant de quitter la pièce. Je restai assise à table, la lettre tremblante entre mes mains. Je venais d'être mise à la porte par ma propre sœur. La situation, apparemment banale au départ, prenait une tournure inattendue, déchirante. Un voile se levait sur notre relation, révélant une froideur et un égoïsme que je n'avais jamais soupçonné. Le mois qui suivit mon expulsion fut un véritable cauchemar. Je me sentais perdu, déraciné, incapable de comprendre la cruauté de ma sœur. Comment avait-elle pu me faire ça ? Comment avait-elle pu me jeter à la rue sans le moindre remords ? J'avais l'impression que toute ma vie s'écroulait autour de moi.
L'appartement était tout ce que j'avais, mon seul bien, mon seul refuge. Et maintenant, je devais le quitter, sans savoir où aller. J'essayais de parler à Chloé, de la raisonner, de lui faire comprendre la situation dans laquelle elle me mettait. Mais elle restait inflexible, sourde à mes arguments, fermée à toute discussion. Elle était obsédée par son projet de vente et ne semblait pas se soucier de mon sort. Je me sentais trahi, blessé au plus profond de mon être. Notre relation, déjà fragile, venait de voler en éclats. Je passais des nuits blanches à chercher un nouvel appartement, à éplucher les annonces, à visiter des taudis insalubres qui étaient tout ce que je pouvais me permettre avec mon salaire de bibliothécaire. La perspective de me retrouver à la rue me terrifiait. Je n'avais pas d'économie, pas de famille vers qui me tourner. Nos parents étaient décédés et nous n'avions pas d'autres proches. J'étais seul, face à l'indifférence de ma propre sœur. Je parlais de ma situation à mes amis. Ils furent choqués par l'attitude de Chloé et me proposèrent de m'héberger temporairement. J'acceptai avec gratitude l'offre de Léa, mon amie d'enfance. Son petit appartement était déjà bien rempli, mais elle me fit une place sur son canapé et me soutint moralement pendant cette période difficile. Vivre chez Léa était une solution provisoire, mais je savais que je ne pouvais pas abuser de sa gentillesse indéfiniment. Je devais trouver rapidement un logement stable. La tension montait en moi, l'injustice de la situation, la froideur de ma sœur, l'incertitude de mon avenir, tout cela me rongeait de l'intérieur. Je me sentais impuissante, piégée dans une spirale de désespoir. Un jour, alors que je rangeais mes affaires dans l'appartement avant de le quitter définitivement, je tombais sur une vieille boîte de Chloé que j'avais oubliée dans un placard. La curiosité me poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, je trouvais des papiers, des lettres, des photos, des souvenirs de son passé que je ne connaissais pas. En feuilletant les documents, je découvris des informations troublantes, des relevés bancaires qui montraient des dépenses importantes et régulières, des lettres de créanciers qui réclamaient des sommes considérables. Il semblait que Chloé avait de sérieux problèmes financiers. La vérité commençait à se dévoiler. La vente de l'appartement n'était peut-être pas seulement un projet, mais une nécessité pour elle. Mais pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé ? Pourquoi m'avait-elle mise à la porte sans explication ? Un sentiment de suspicion commença à m'envahir. Y avait-il autre chose derrière ces problèmes d'argent ? Des secrets qu'elle me cachait ? La tension augmentait. Je sentais que j'approchais d'un point de rupture. Je devais découvrir la vérité. Les révélations contenues dans la boîte de Chloé avaient semé le trouble dans mon esprit. Ses problèmes financiers semblaient plus importants que ce qu'elle avait laissé entendre. Les lettres des créanciers mentionnaient des dettes de jeu, des prêts à taux usuraires. Un frisson parcourut mon échine. Chloé avait-elle replongé dans ses vieux démons ? Elle avait eu des problèmes de jeu il y a quelques années, une période difficile où elle avait perdu beaucoup d'argent et s'était endettée. Je croyais qu'elle s'en était sortie, qu'elle avait réussi à vaincre cette addiction. Mais ces documents semblaient prouver le contraire. La vente de l'appartement devenait plus compréhensible dans ce contexte. Elle avait probablement besoin d'argent rapidement pour rembourser ses dettes. Mais pourquoi ne m'avait-elle pas fait confiance ? Pourquoi m'avait-elle mise à la porte au lieu de me parler de ses problèmes ? Un sentiment de colère et de tristesse m'envahit. J'avais toujours été là pour elle. Je l'avais toujours soutenue dans les moments difficiles. Et elle, en retour, me traitait avec une telle froideur, un tel égoïsme. Je décidai de mener ma propre enquête. Je voulais en savoir plus sur les problèmes financiers de Chloé, sur ses activités récentes. Je commençai par contacter des amis communs, des personnes qui la fréquentaient. J'appris qu'elle avait effectivement recommencé à jouer,
qu'elle passait beaucoup de temps au casino et qu'elle avait perdu des sommes importantes. Certains de ses amis semblaient inquiets pour elle, mais ils n'osaient pas l'affronter. Je découvris également qu'elle avait contracté de nouveaux prêts auprès de personnes peu recommandables. Les lettres des créanciers étaient menaçantes, évoquant des représailles en cas de non-paiement. La situation semblait bien plus grave que je ne l'avais imaginé. Chloé était en danger. Ses problèmes d'argent l'avaient entraînée dans une spirale infernale, et sa décision de vendre l'appartement n'était qu'une tentative désespérée de s'en sortir. Mais en me mettant à la porte, elle m'avait également mise en danger. Où allais-je aller si elle ne parvenait pas à vendre l'appartement à temps? J'étais furieuse contre elle, contre son égoïsme, contre ses mensonges. Mais j'étais aussi inquiète pour elle. Ma sœur était en train de se détruire et je ne savais pas comment l'aider. La tension montait en moi. Je me sentais tiraillé entre la colère et l'inquiétude. Je savais que je devais agir, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je décidai de la confronter une nouvelle fois. Je l'appelai et lui demandai de me rencontrer. Elle accepta à contre-cœur. Nous nous retrouvâmes dans un café. Je lui montrai les documents que j'avais trouvés dans sa boîte, les lettres des créanciers. Son visage devint pâle. Elle ne pouvait plus nier la vérité. Je lui demandai pourquoi elle ne m'avait rien dit, pourquoi elle m'avait mise à la porte. Elle éclata en sanglots et me raconta ses problèmes, sa rechute dans le jeu, ses dettes. Elle me dit qu'elle avait honte, qu'elle n'avait pas osé me parler. Je l'écoutais, le cœur serré. J'étais en colère contre elle, mais je ne pouvais pas rester insensible à sa détresse. La confrontation avec Chloé fut éprouvante. Ses aveux déchirants m'avaient permis de comprendre la profondeur de ses problèmes, mais n'avaient pas effacé la douleur de son rejet. Elle était prise au piège de ses dettes, harcelée par ses créanciers, et la vente de l'appartement était sa seule issue, aussi cruelle fut-elle pour moi. Je me souvenais de notre enfance, de nos moments de complicité, de la protection qu'elle m'avait toujours offerte. Comment en étions-nous arrivés là? Nos chemins s'étaient éloignés, nos vies avaient pris des directions opposées, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle puisse me faire une chose pareille. Je passais plusieurs jours à réfléchir à la situation. J'étais toujours en colère contre elle, mais je ne pouvais pas l'abandonner à son sort. C'était ma sœur, et malgré tout, je l'aimais. Je décidai de l'aider. Je savais que je ne pouvais pas lui fournir l'argent dont elle avait besoin pour rembourser ses dettes, mais je pouvais l'aider à trouver des solutions, à se sortir de cette spirale infernale. Je contactais des associations d'aide aux joueurs compulsifs, je me renseignais sur les possibilités de désendettement. Je proposais à Chloé de l'accompagner à des réunions, de la soutenir dans sa démarche pour vaincre son addiction. Au début, elle fut réticente. Elle avait honte de sa situation. Elle ne voulait pas que je la voie dans cet état de vulnérabilité. Mais j'insistais, lui assurant que j'étais là pour elle, que je ne la jugerais pas. Petit à petit, elle accepta mon aide. Nous commençâmes à aller ensemble à des réunions. Elle consulta un thérapeute. Elle essaya de se reconstruire. Ce fut un processus long et difficile, fait de hauts et de bas, mais je restais à ses côtés, la soutenant dans ses efforts. Pendant ce temps, je continuais à chercher un nouvel appartement pour moi. Grâce à l'aide de Léa et de quelques amis, je finis par trouver un petit studio abordable. Ce n'était pas l'appartement de mon enfance, mais c'était un endroit à moi, un nouveau départ. Le jour où j'ai emménagé, Chloé est venue m'aider à porter mes cartons. C'était la première fois depuis des semaines que nous passions un moment ensemble sans nous disputer. Nous avons parlé, nous avons pleuré, nous nous sommes excusés. Notre relation était loin d'être parfaite, mais un lien s'était reformé entre nous.
La tension avait diminué, remplacée par une forme de compréhension mutuelle. Je savais que le chemin de la guérison serait long pour Chloé, mais j'étais là pour elle. Et elle, de son côté, semblait enfin réaliser la gravité de ses actes et les conséquences de ses choix sur ma vie. La situation, initialement marquée par la colère et la trahison, évoluait lentement vers une tentative de réconciliation. Mais j'ignorais encore l'ampleur des problèmes de Chloé et les événements tragiques qui allaient bientôt bouleverser nos vies. Alors que Chloé semblait s'engager sur la voie de la guérison, des signaux alarmants commencèrent à apparaître. Ses absences devenaient plus fréquentes, ses appels moins nombreux, et elle semblait esquiver mes questions sur ses activités. Je remarquais également qu'elle recevait des appels étranges, des conversations chuchotées qu'elle interrompait brusquement dès que j'entrais dans la pièce. Un sentiment d'inquiétude grandissait en moi. Avait-elle rechuté dans le jeu ? Était-elle à nouveau en contact avec ses créanciers menaçants ? Je décidai de la suivre discrètement un soir. Je la vis quitter l'appartement tard dans la nuit et monter dans une voiture avec des hommes que je ne connaissais pas. La voiture la conduisit dans un quartier mal famé de la ville, devant un bâtiment délabré qui ne ressemblait en rien à un centre de désintoxication ou à une réunion d'anciens joueurs. L'angoisse me serra la gorge. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Avec qui était-elle ? Je restai caché dans l'ombre, observant l'entrée du bâtiment. Au bout d'une heure, je la vis ressortir, l'air fatigué et anxieux. Elle remonta dans la voiture et rentra chez elle. Je ne l'affrontai pas tout de suite. Je voulais en savoir plus avant de lui poser des questions. Les jours suivants, je continuais à la surveiller discrètement. Je découvris qu'elle fréquentait régulièrement cet endroit étrange et qu'elle rencontrait toujours les mêmes hommes. J'essayais de me renseigner sur ce bâtiment. On me dit qu'il s'agissait d'un lieu de rencontre pour des personnes impliquées dans des activités illégales. Le doute se transforma en certitude. Chloé n'avait pas seulement des problèmes de jeu. Elle était impliquée dans quelque chose de bien plus grave. Mais quoi ? Trafic de drogue ? Prostitution ? Je ne voulais pas y croire, mais les preuves s'accumulaient. Un soir, alors que je fouillais dans ses affaires en son absence, je trouvais un sac rempli de billets de banque, des liasses de grosses coupures. L'odeur âcre de la drogue flottait encore dans l'air. Le choc fut violent. Ma sœur était une criminelle. Elle avait sombré dans un monde dangereux et elle m'avait entraîné malgré moi dans sa chute. En me mettant à la porte, elle avait peut-être voulu me protéger, m'éloigner de ses activités illégales. Mais elle m'avait aussi laissé sans ressources, vulnérable. La tension atteignit son paroxysme. J'étais terrifié pour elle, pour moi. Je savais que je devais agir, mais je ne savais pas comment m'y prendre. La vérité était choquante, bouleversante. Ma propre sœur était une criminelle, et cette découverte allait tout changer. La découverte du sac rempli de billets et de l'odeur de drogue fut un choc brutal. Je restai assise sur le sol de la chambre de Chloé, les mains tremblantes, incapable de croire ce que j'avais trouvé. Ma sœur, ma propre sœur, était impliquée dans le trafic de drogue. L'idée était à peine concevable. Je repensais à nos disputes, à ses absences, à ses appels secrets. Tout prenait un sens nouveau, un sens sinistre. En me mettant à la porte, elle n'avait pas seulement voulu vendre l'appartement pour rembourser ses dettes de jeu. Elle avait voulu me protéger de son monde dangereux, m'éloigner de ses activités illégales. Mais elle m'avait laissé sans rien, vulnérable, à la merci de son propre désespoir. J'étais tiraillé entre la colère et l'inquiétude. Colère contre elle pour m'avoir menti, pour m'avoir mise en danger. Inquiétude pour son sort, pour sa sécurité. Elle fréquentait des personnes dangereuses. Elle était impliquée dans des activités criminelles et je craignais pour sa vie.
Je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et la regarder se détruire. Mais que pouvais-je faire? La confronter? Appeler la police? J'avais peur des conséquences, peur des représailles. Si les personnes avec qui elle travaillait découvraient que je savais la vérité, ma vie serait en danger. Mais si je ne faisais rien, Chloé risquait de finir en prison, voire pire. Je passais des nuits blanches à peser le pour et le contre, à chercher une solution. Je parlais de mes découvertes à Léa. Elle fut horrifiée et me conseilla d'aller voir la police immédiatement. Mais j'hésitais. Dénoncer ma propre sœur? L'idée me déchirait le cœur. Je décidai de mener ma propre petite enquête, d'essayer d'en savoir plus sur les activités de Chloé, sur les personnes avec qui elle travaillait. Je la suivis à nouveau, observant ses rencontres, essayant de comprendre son rôle dans ce réseau. Je découvris qu'elle servait de mule, transportant de la drogue pour un groupe de trafiquants. Elle était prise au piège, manipulée par des personnes sans scrupules. Plus j'en apprenais, plus j'avais peur pour elle. Je savais que sa situation était désespérée. Un soir, alors que je la suivais, je la vis se faire agresser par 2 hommes. Ils lui réclamaient de l'argent, la menaçaient. J'intervins, essayant de la défendre, mais je fus rapidement maîtrisé. J'eus très peur. Je réalisais que j'étais allé trop loin, que je m'étais mis en danger. Cet incident me fit prendre conscience de la gravité de la situation. Je ne pouvais plus agir seul. Je devais faire quelque chose de radical pour la sauver, même si cela signifiait la dénoncer à la police. La tension atteignit son comble. J'étais à bout de force, terrifié, mais déterminé à agir. Mon point de rupture était atteint. L'agression que nous avions subie, Chloé et moi, fut le catalyseur de ma décision. J'avais eu peur pour ma vie, mais j'avais surtout réalisé l'ampleur du danger qui planait au-dessus de ma sœur. Elle était piégée dans un engrenage infernal, manipulée par des criminels sans pitié. Je ne pouvais plus me permettre d'hésiter. Je devais agir, même si cela signifiait la dénoncer à la police. Le lendemain matin, je me rendis au commissariat. Le cœur battant la chamade, je racontais mon histoire à un inspecteur. Je lui expliquais les problèmes de jeu de ma sœur, ses dettes, mes découvertes concernant ses activités illégales. Je lui montrais le sac rempli de billets que j'avais trouvé, les lettres des créanciers. L'inspecteur m'écouta attentivement, posant des questions précises, prenant des notes. Il semblait prendre mon témoignage au sérieux. Il me dit qu'il allait ouvrir une enquête et qu'il me recontacterait. L'attente fut angoissante. Je vivais dans la peur des représailles, craignant que les trafiquants ne découvrent que j'avais parlé à la police. Je restais cloîtré chez Léa, évitant de sortir, sautant au moindre bruit. Quelques jours plus tard, l'inspecteur me rappela. Il me dit que son enquête avait confirmé mes dires. Ils avaient surveillé Chloé et avaient pu constater ses activités suspectes. Ils avaient également des informations sur le réseau de trafiquants avec lequel elle travaillait. Il m'annonça qu'ils allaient procéder à une arrestation prochainement et qu'ils auraient besoin de mon témoignage. Le soulagement que je ressentis fut immense. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais peut-être sauvé la vie de ma sœur, même si cela signifiait la voir derrière les barreaux. L'arrestation de Chloé eut lieu quelques jours plus tard. La police perquisitionna son appartement et y trouva de la drogue et d'autres éléments compromettants. Elle fut placée en garde à vue. Je fus convoqué au commissariat pour témoigner. Ce fut une épreuve difficile. Je devais raconter toute l'histoire, les mensonges de ma sœur, mes découvertes, mes peurs. Mais je savais que c'était nécessaire pour que justice soit faite. Chloé fut mise en examen pour trafic de drogue. Elle nia d'abord les faits, mais face aux preuves et à mon témoignage, elle finit par avouer.
Elle expliqua qu'elle avait été entraînée dans ce trafic par ses problèmes d'argent et par la pression de ses créanciers. Elle exprima ses regrets et sa honte. Le procès de Chloé eut lieu quelques mois plus tard. Ce fut une affaire très médiatisée. Son histoire avait touché de nombreuses personnes. Finalement, elle fut reconnue coupable et condamnée à une peine de prison. En entendant le verdict, je ressentis un mélange d'émotions. De la tristesse de voir ma sœur derrière les barreaux, mais aussi un sentiment de justice et de soulagement. Elle allait enfin pouvoir se reconstruire, loin de ce monde dangereux dans lequel elle avait sombré. Après le procès de Chloé, une période de calme relatif s'installa dans ma vie. J'avais déménagé dans un nouvel appartement, plus grand et plus lumineux, où j'essayais de me reconstruire. Le travail me permettait de garder l'esprit occupé et le soutien de mes amis m'était précieux. Mais la pensée de ma sœur en prison restait une blessure lancinante. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, que je n'avais pas eu d'autre choix. Mais cela ne rendait pas la situation plus facile à vivre. Je me demandais souvent comment elle allait, si elle souffrait, si elle regrettait ses actes. J'hésitais à aller la voir. J'avais peur de sa réaction, peur de ses reproches, mais je savais que je ne pouvais pas l'abandonner. C'était ma sœur, et elle avait besoin de moi, même si elle ne le montrait pas. Finalement, je pris mon courage à deux mains et demandai un permis de visite. Le jour où je la vis au parloir de la prison, je fus bouleversé. Elle avait maigri. Son visage était pâle et fatigué. Ses yeux, autrefois si vifs, étaient remplis de tristesse et de honte. Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. Puis, elle prit la parole d'une voix faible. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée pour tout ce que je t'ai fait. » Les larmes montèrent à mes yeux. Je m'attendais à des reproches, à de la colère, mais pas à ces mots de regret. Je m'assis en face d'elle et lui pris la main. « Je sais, » lui dis-je. « Je sais que tu as fait des erreurs. Mais je sais aussi que tu n'es pas une mauvaise personne. » Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté sa vie en prison, la dureté de l'enfermement, la solitude. Elle m'a dit qu'elle avait honte de ce qu'elle était devenue, qu'elle regrettait amèrement ses choix. Elle m'a remercié de l'avoir dénoncé. « Tu m'as peut-être sauvé la vie », m'a-t-elle dit. « Si je n'avais pas été arrêtée, je serais probablement morte aujourd'hui. » Ces paroles me soulagèrent un peu. J'avais fait le bon choix. J'avais peut-être brisé notre relation, mais j'avais aussi peut-être sauvé ma sœur. Je continuais à lui rendre visite régulièrement. Au fil des mois, je vis un changement s'opérer en elle. Elle semblait plus calme, plus réfléchie. Elle suivait des thérapies en prison et essayait de comprendre ce qui l'avait poussée à sombrer dans la criminalité. Notre relation se reconstruisait lentement, pas à pas. La tension avait disparu, remplacée par une forme de compréhension et de pardon mutuel. Je savais que le chemin de la rédemption serait long pour elle, mais j'étais là pour la soutenir, comme je l'avais toujours fait. Au fil des mois et des années, la relation avec Chloé, malgré les murs de la prison, s'était transformée. Nos visites étaient devenues des moments d'échange sincères, où nous pouvions enfin parler ouvertement de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Elle me racontait ses efforts pour se reconstruire en prison, ses thérapies, ses lectures. Je lui parlais de mon travail, de mes amis, de ma nouvelle vie. Lentement, la colère et la rancœur avaient fait place à une forme de compréhension mutuelle, voire de tendresse. Je voyais les efforts qu'elle faisait pour changer, pour comprendre ses erreurs et pour ne pas les reproduire. Elle avait pris conscience de la gravité de ses actes et des conséquences qu'ils avaient eues sur ma vie. Un jour, lors d'une visite, elle me tendit une lettre. « C'est pour toi », me dit-elle d'une voix douce.
Je pris la lettre et la dépliai. C'était une longue lettre manuscrite dans laquelle elle me demandait pardon pour tout le mal qu'elle m'avait fait. Elle reconnaissait son égoïsme, sa cruauté, ses mensonges. Elle me remerciait de ne pas l'avoir abandonnée et d'avoir agi pour la sauver, même si cela avait signifié la voir en prison. Ces mots étaient sincères et touchants. Les larmes montèrent à mes yeux en lisant sa lettre. Je lui pris la main et lui dis « Je te pardonne, Chloé. Je t'ai toujours aimée et je t'aimerai toujours. » Ce fut un moment très fort entre nous, un moment de réconciliation profonde. À partir de ce jour, notre relation changea. La prison n'était plus une barrière entre nous, mais un lieu où elle pouvait se reconstruire et où nous pouvions renouer des liens plus solides, basés sur la vérité et le pardon. Je continuais à lui rendre visite régulièrement, la soutenant dans ses efforts pour se réinsérer. Je l'aidais à trouver un avocat pour préparer sa sortie de prison. Je lui promis de l'aider à trouver un travail et un logement lorsqu'elle serait libre. Je savais que le chemin serait encore long et difficile, mais j'étais déterminé à être là pour elle, comme elle l'avait été pour moi pendant notre enfance. La situation, initialement marquée par la trahison et la colère, avait évolué vers une forme de rédemption et de pardon. Ma sœur était en prison, mais notre relation s'était renforcée. J'avais fait ce que je pensais être impossible, lui pardonner et l'aider à se reconstruire. Les années qui suivirent la libération de Chloé furent marquées par une reconstruction lente et progressive de nos vies et de notre relation. Elle avait purgé sa peine et était sortie de prison avec la ferme intention de changer. Je l'avais accueillie chez moi, le temps qu'elle retrouve un emploi et un logement stable. Ce ne fut pas facile. Le regard des autres était parfois difficile à supporter, et Chloé portait le poids de son passé comme un fardeau. Mais ensemble, nous avons surmonté les obstacles. Elle trouva un travail dans un restaurant, commença à économiser de l'argent et finit par louer un petit appartement non loin du mien. Nous nous voyions régulièrement, nous parlions de tout et de rien, nous partagions des repas. Lentement, la confiance se réinstalla entre nous. Je voyais les efforts qu'elle faisait pour rester sur le droit chemin, pour ne pas retomber dans ses anciennes habitudes. Elle suivait toujours une thérapie et participait à des groupes de soutien pour les anciens détenus. Elle avait mûri, elle avait appris de ses erreurs et elle semblait sincèrement désolée pour le mal qu'elle m'avait fait. Notre relation n'était plus celle de deux sœurs insouciantes de leur enfance, mais elle était devenue plus profonde, plus mature, basée sur le respect mutuel et le pardon. Un jour, Chloé me confia qu'elle avait un projet. Elle voulait ouvrir un petit café dans le quartier, un endroit chaleureux et accueillant où les gens pourraient se retrouver et se sentir bien. Elle avait toujours aimé cuisiner et elle avait suivi des cours de pâtisserie pendant son séjour en prison. J'étais très fier d'elle et je l'encourageais dans son projet. Je l'aidais à trouver un local, à obtenir les financements nécessaires et à aménager son café. Ce fut un travail acharné, mais nous y sommes parvenus ensemble. Le café de Chloé ouvrit ses portes quelques mois plus tard. Ce fut un succès immédiat. Les gens du quartier aimaient son ambiance conviviale et ses délicieuses pâtisseries. Chloé était heureuse et épanouie. Elle avait enfin trouvé sa voie, un moyen de se reconstruire et de se sentir utile. Notre relation s'était encore renforcée grâce à ce projet commun. Nous travaillions souvent ensemble au café, elle en cuisine et moi au service. Nous riions, nous partagions nos joies et nos peines. J'avais l'impression d'avoir retrouvé ma sœur, celle que j'avais connue autrefois, mais en plus forte, plus résiliente. L'épreuve de la prison l'avait transformée. Elle avait payé le prix de ses erreurs, mais elle avait aussi trouvé la force de se relever et de se reconstruire une nouvelle vie.
Les années ont continué à s'écouler et le café de Chloé était devenu une véritable institution dans le quartier. Son succès ne se démentait pas et elle avait réussi à créer un lieu chaleureux et convivial où les gens aimaient se retrouver. Elle avait embauché quelques employés et pouvait enfin profiter un peu plus de la vie. Notre relation, elle, n'avait cessé de s'approfondir. Nous étions plus proches que jamais, partageant nos joies et nos peines, nos réussites et nos difficultés. J'étais tellement fier du chemin qu'elle avait parcouru, de sa force et de sa détermination à se reconstruire. Elle avait fait des erreurs, elle avait payé le prix, mais elle avait su tirer des leçons de son passé et se créer un avenir meilleur. Un jour, alors que nous déjeunions ensemble à son café, Chloé me dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Son ton était sérieux et je sentis une pointe d'inquiétude. Elle me raconta qu'elle avait été contactée par une association d'aide aux victimes de la criminalité. Il lui avait proposé de témoigner lors de conférences et de partager son histoire pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la délinquance et de la drogue. Au début, elle avait hésité. Elle avait peur de revivre son passé, de se montrer vulnérable face à un public. Mais après mûre réflexion, elle avait décidé d'accepter. Elle sentait que c'était sa façon de se racheter, d'aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. J'étais très ému par sa décision. Je savais que ce serait difficile pour elle, mais je la soutenais à 100%. Elle commença à donner des conférences dans des écoles, des centres sociaux, des prisons. Son témoignage était poignant, sincère, et il touchait profondément les personnes qui l'écoutaient. Elle parlait de ses problèmes de jeu, de son implication dans le trafic de drogue, de son séjour en prison, de sa reconstruction. Elle ne cachait rien de son passé. Elle se montrait telle qu'elle était, avec ses faiblesses et ses forces. Son courage était admirable. Elle recevait de nombreux messages de remerciements, de personnes qui avaient été touchées par son histoire et qui avaient trouvé la force de changer leur propre vie. Chloé avait trouvé un nouveau sens à son existence. Elle n'était plus seulement la femme qui avait été en prison, elle était devenue un exemple de résilience, une source d'inspiration pour les autres. Notre relation en sortit encore plus forte. J'étais tellement fier de ma sœur, de la femme qu'elle était devenue. Elle avait fait des erreurs, elle avait souffert, mais elle avait su se relever et transformer son passé en quelque chose de positif. Les années ont continué à s'écouler, et Chloé était devenue une figure respectée dans la communauté. Son engagement auprès des jeunes en difficulté était reconnu, et elle recevait de nombreuses sollicitations pour témoigner et partager son expérience. Son café prospérait, et elle avait réussi à créer un lieu de convivialité et de partage. Notre relation, elle, était un modèle de résilience et de pardon. Nous avions traversé des épreuves terribles, mais nous en étions ressortis plus fortes et plus unis que jamais. Un jour, alors que nous célébrions l'anniversaire de l'ouverture de son café, Chloé me fit une confidence. Elle m'avoua qu'elle avait toujours eu un sentiment de culpabilité envers moi, pour m'avoir mise à la porte et pour m'avoir entraîné dans ses problèmes. Elle me dit qu'elle avait longtemps cherché un moyen de se faire pardonner, de réparer le mal qu'elle m'avait fait. Elle m'expliqua qu'elle avait décidé de me léguer son café dans son testament. Elle voulait que je sache à quel point elle était reconnaissante de mon soutien et de mon amour inconditionnel. J'étais très touché par son geste. Je n'avais jamais rien attendu en retour, mais cette preuve de sa reconnaissance me fit chaud au cœur. Je lui pris la main et lui dis que le plus important pour moi était notre relation, notre lien fraternel. Le café, ce n'était qu'un détail, mais son geste témoignait de son cheminement, de sa transformation. Elle n'était plus la femme égoïste et désespérée qui m'avait mise à la porte. Elle était devenue une personne aimante, généreuse et pleine de gratitude.
Notre histoire était loin d'être un conte de fées. Nous avions connu des moments sombres, des épreuves douloureuses, mais nous avions su nous relever, nous pardonner et reconstruire une relation solide et durable. La prison avait été une étape difficile, mais elle avait aussi été une occasion de rédemption pour Chloé. Elle avait payé le prix de ses erreurs, mais elle avait aussi trouvé la force de changer sa vie et d'aider les autres. Aujourd'hui, je suis assise dans le café de Chloé, un endroit qui respire la chaleur et la convivialité. Les clients vont et viennent, discutant, riant, savourant les délicieuses pâtisseries préparées avec amour. Chloé, derrière le comptoir, échange des sourires et des plaisanteries avec ses habitués. Elle a l'air épanouie et heureuse. Je l'observe avec tendresse, fière du chemin qu'elle a parcouru. Notre relation est un témoignage de la force du pardon et de la résilience humaine. Nous avons traversé des moments sombres, des épreuves qui auraient trop pu nous séparer définitivement. Mais nous avons choisi de nous battre pour notre lien fraternel, de nous pardonner nos erreurs et de nous soutenir mutuellement. La prison a été une étape douloureuse, mais elle a aussi permis à Chloé de prendre conscience de ses erreurs et de se reconstruire. Elle a payé sa dette à la société, mais elle a surtout prouvé sa capacité à changer et à se créer une nouvelle vie. Son engagement auprès des jeunes en difficulté est admirable. Elle partage son histoire avec courage et sincérité, touchant de nombreuses vies et offrant un message d'espoir. Elle est la preuve vivante qu'il est toujours possible de se relever, même après les chutes les plus brutales. Quant à moi, j'ai appris beaucoup de cette expérience. J'ai appris la force du pardon, la capacité de résilience de l'être humain et l'importance des liens familiaux. J'ai compris que même les personnes qui nous blessent le plus peuvent changer et se racheter. Notre histoire n'est pas un conte de fées, mais c'est notre histoire, avec ses ombres et ses lumières, ses douleurs et ses joies. Et je suis reconnaissante pour tout ce que nous avons traversé ensemble, car cela nous a rendus plus fortes et plus proches. Le café de Chloé est plus qu'un simple commerce. C'est un symbole de notre histoire, de notre capacité à surmonter les épreuves et à reconstruire nos vies. C'est un lieu de partage, de convivialité, d'espoir. Et je suis fier d'en faire partie. Les années ont continué leur paisible course, et le café de Chloé est toujours un lieu animé et chaleureux. Elle a même ouvert un deuxième établissement dans un quartier voisin, preuve de son succès et de son travail acharné. Son engagement auprès des jeunes en difficulté n'a jamais faibli, et elle est devenue une figure locale reconnue pour son parcours et son dévouement. Notre relation, elle, est restée solide et aimante. Nous nous voyons régulièrement, nous partageons nos joies et nos peines, et nous sommes toujours là, l'une pour l'autre. J'ai vu Chloé évoluer, mûrir et devenir une femme inspirante. Elle a fait des erreurs, elle a payé le prix, mais elle a su se relever et transformer son passé en une force. Elle est la preuve vivante que la rédemption est possible. Et je suis tellement fier d'être sa sœur. Quant à moi, j'ai continué mon travail, trouvant toujours autant de satisfaction à aider les autres et à me battre pour les causes qui me tiennent à cœur. J'ai fondé une famille heureuse et mes enfants adorent leur tante Chloé. Ils sont admiratifs de son parcours et de son engagement. Notre histoire familiale, avec ses moments sombres et ses éclaircies, nous a appris l'importance du pardon, de la résilience et de l'amour inconditionnel. Nous avons traversé des épreuves, mais nous en sommes ressortis plus fortes et plus unies. La cicatrice de la prison est toujours là, mais elle ne nous fait plus souffrir. Elle nous rappelle d'où nous venons et le chemin que nous avons parcouru. Aujourd'hui, Chloé et moi sommes assises à la terrasse de son café, sirotant un thé glacé sous le soleil d'été.
Les clients vont et viennent, et l'atmosphère est joyeuse et détendue. Nous échangeons des sourires complices, savourant ce moment de calme et de bonheur partagé. Je repense à toutes ces années écoulées, aux épreuves que nous avons traversées, aux moments de joie et de tristesse. Notre histoire est unique, faite de ruptures et de réconciliation, de douleur et de pardon. Mais c'est notre histoire, et je ne la changerai pour rien au monde. Ma sœur m'a mis à la porte. Aujourd'hui, elle est en prison. Cette phrase a longtemps résonné comme une blessure profonde dans mon cœur. Mais avec le temps, elle a pris un autre sens. Elle est devenue le point de départ d'un cheminement personnel et d'une reconstruction de notre relation. Chloé a payé le prix de ses erreurs, mais elle a aussi trouvé la force de se relever et de se créer une nouvelle vie. Son engagement auprès des autres est une source d'inspiration pour moi. Elle a transformé sa souffrance en une force positive et elle aide de nombreuses personnes à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. Notre lien fraternel est plus fort que jamais. Nous avons appris à nous pardonner, à nous soutenir mutuellement et à apprécier chaque moment passé ensemble. La prison a été une épreuve, mais elle a aussi été une chance pour Chloé de se remettre en question et de changer sa vie. Et pour moi, cela a été l'occasion de découvrir la force du pardon et la capacité de résilience de l'être humain. Aujourd'hui, je regarde ma sœur avec admiration et amour. Elle a fait des erreurs, mais elle a su les reconnaître et se reconstruire. Elle est un exemple de courage et de détermination. Et je suis tellement fier d'être sa sœur. Notre histoire n'est pas un conte de fées, mais c'est une histoire vraie. Une histoire de pardon, de rédemption et d'amour fraternel. Et c'est une histoire que je chérirai toujours.